Et salut à toutes et à toutes et bienvenue dans ce nouveau numéro de GM Web3 comme chaque mardi, chaque mercredi et chaque vendredi matin, pas de casquette ce matin, en direct sur Twitter, sur YouTube et sur Twitch. Et aujourd'hui, je suis avec mon ami du vendredi, TX. Comment tu vas, TX? Bah, ça va très bien, merci. Ça, c'est une Et belle- toi, du coup, ça va bien aussi? Ça y est, je suis fatigué, je veux les vacances. Je te dis la vérité, c'est de plus en plus besoin de vacances. Toi? Ah ouais, j'ai bien envie de me poser là, mais ça tombe bien vu qu'il y a les fêtes de fin d'année qui arrivent bientôt, ça va permettre un peu de de sortir un peu du marché quelque temps, disons. Ouais, non, mais c'est vrai. C'est même la prépa le marché, tout ça, non, 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 moi je veux bien qu'il reste comme ça le marché, ça me va très bien. Heu, mais c'est vraiment surtout, être capable de faire un peu de grasse mat et tout, ça le rythme est assez intense. Donc d'ailleurs, je préviens, hein, celles et ceux qui nous écoutent qu'il y aura pas d'émission entre Noël et Nouvel An. Donc la semaine prochaine, je crois que c'est la dernière semaine avant janvier. Donc il y aura 3-4 nouvelles émissions encore la semaine dernière et après on prend une petite pause et on revient le 3 janvier. On prend pas beaucoup de temps, mais ça va nous être bien utile. Je suis également avec Cédric. Salut Cédric, comment tu vas? Salut Jérémy, ça va bien? Et Ouais, toi? t'as Oui. passé une belle semaine? Ouais, ouais, c'est intense comme d'habitude. Les projets avancent. Excellent, excellent. Et nous sommes également avec notre invité du jour, Dimitri. Salut Dimitri, comment vas-tu? Hello les gars, ça roule et vous? Bah écoute, ça va. T'as pas d'ordi? Non, parce que j'étais sur Paris là toute la semaine, je suis rentré juste hier. Ok, J'ai pas encore réinstallé le setup. ok. Bon, on aura un format téléphone. Après, est-ce que... Bah oui. Ah voilà! Ah oui, c'est mieux. Si toi, ça te gêne pas, c'est plus agréable. Pas de souci, t'inquiète. Ouais? Allez, Ouais. excellent. Trop cool. C'est moi qui dis à un producteur audiovisuel, comment faire son setup. On aura tout vu là quand même, hein, mais bon. T'inquiète. Alors, plusieurs choses à vous dire d'abord. D'abord, évidemment, on va remercier le partenaire, historique de l'émission, l'école Alira, qui est la première école blockchain de France depuis 2019. Et qui propose des formations de consulting, de développement, tokenomics, intelligence artificielle, études de projets crypto. Bref, il y en a une tonne. La plupart sont certifiés par le ministère du Travail, donc ils sont éligibles aux différentes aides. Et elles vous offrent 100 € de remise sur l'ensemble de ces formations en utilisant le code GRM 100. Pour ça, le plus simple, en fait, c'est de prendre rendez-vous directement sur le lien que je vous mets en description de la vidéo. Et je vous mets également dans les commentaires. J'ai des personnes qui viennent me voir en privé et qui me disent mais dis-moi, à ton avis, sincèrement, la formation que tu proposes, est-ce que c'est pour quel type de profil, etc. Écoutez, sincèrement, moi, la meilleure réponse que je peux donner, c'est que moi, je suis dans le Web3 depuis 2017 et j'ai fait la formation en 2023. Donc, j'avais déjà un beau bagage crypto, blockchain, régulation, tout ce que tu veux. J'ai fait la formation de consultant et j'ai appris vraiment une tonne de choses. Et ceux qui m'accompagnent sur GM Web3, ils ont pu voir vraiment la différence en termes vraiment de connaissances et de fondamentaux. Donc voilà, il n'y a pas de profil type. À noter également que ils ont une grande offre de Noël et suffisamment, disons, rare pour en parler, puisque, à la différence d'autres écoles de formation qui ont tendance à offrir des formations, à dire une formation achetée, une formation ouverte, offerte, ils font souvent ça. À l'IRA, ils font jamais ça. Moi, j'avais demandé à l'époque, est-ce qu'il y avait moyen que j'offre une formation à ma commu? Et ils m'ont toujours dit: «Non, on fait pas ça». Et là, donc pour Noël, ils font un truc assez cool, c'est qu'ils vous permettent de gagner une formation de 2 jours, blockchain et cas d'usage. Et pour ça, il vous suffit de remplir un test. Donc vous trouvez tout ça dans la description de la vidéo et dans le commentaire, hein. C'est très simple. Vous réussissez le test avec un score de 4 ou 5 vous remplissez vos coordonnées avant le 23 décembre. Donc vous avez encore une dizaine de jours. Et puis je crois que le tirage au sort, c'est le 6 janvier, lors du Talk Alira à 18h. Il y aura 3 gagnants qui seront annoncés. Voilà, donc pour le coup, si ça peut vous permettre d'avoir un avant-goût
dans une formation de 2 jours intense, hein, c'est pas 2 jours, 1 heure. Hein. N'hésitez pas. Et puis en même temps, partagez les notes que vous avez eues sur le test dans les commentaires. Moi, je vais le faire aussi cet après-midi. On va voir ce que j'ai retenu de ma formation. Voilà pour la petite intro. J'ai présenté les invités du jour. Le programme aujourd'hui, donc revue de presse crypto avec tout le monde. Je vous ai préparé quelques petites news qu'on va analyser tous ensemble. Ensuite, on s'intéressera à Dimitri. Alors Dimitri, tout à l'heure, on le présentera, mais on peut rappeler rapidement que tu es le fondateur de Veiga Management, de France Crypto avec un S, attention parce qu'il y en a plusieurs, et manager de la chaîne YouTube de Asher depuis longtemps, très longtemps, les débuts. 2017. 2017. Mais tu as fait d'autres chaînes YouTube après, j'ai vu entre-temps, de mecs connus que j'aime bien, on en reparlera. Ok, wow, j'ai peur. Je sais pas de quelle chaîne tu parles, mais oui, j'en ai fait un paquet avant et après, donc J'ai vu Idriss, je savais pas. oui, effectivement. Mais bon, ne spoilons pas. Et puis, ensuite, à 10h30, on va recevoir Jonathan qui va nous faire la chronique TradFi. On va analyser la situation des marchés financiers traditionnels et leur impact sur les marchés financiers crypto. Et à 11h45 à peu près, on va recevoir Ben du Crypto Daily qui va venir nous raconter un petit peu son année 2024 et les projets qu'il a pour 2025. Donc voilà, encore une grande et longue émission. On y va chill, tranquillou, et on va commencer par l'actu du jour. Mais d'abord, je compte sur vous, si vous ne l'avez pas déjà fait, pour reposter le lien du Twitter Space, vous abonner à la chaîne YouTube, au Twitch si vous êtes dessus bien sûr. Et je vous rappelle que vous pourrez retrouver le replay de l'émission sur toutes les plateformes de podcast. Donc là aussi, n'oubliez pas de noter et de vous abonner au podcast. Elle était hyper longue cette introduction. Allez, on y va. Je vous partage. En plus, j'ai pas préparé les news. Si, d'abord, en fait, je vais pas vous partager les articles, j'ai pas eu le temps. Coinbase retire certains stablecoins. On en avait déjà parlé dans l'émission, évidemment, de la réglementation de MiCA sur les stablecoins. On avait parlé de Coinbase qui retirait son yield 4-7% pour les Européens. On a parlé de Tether qui cesse l'émission du stablecoin EURT. Bref, en gros, les stablecoins, à part USDC pour l'instant, c'est la merde. Et là, Coinbase va retirer effectivement le 13 aujourd'hui. Voilà. Quasiment tous les stablecoins, à part le sien, USDC, puisqu'évidemment, c'est le seul qui est MiCA compatible, disons. Voilà, l'Union européenne fait la chasse aux stables. Pourquoi, à votre avis pour favoriser sa CBDC qui va arriver ou qu'est-ce que vous en pensez, les copains? Oh bah oui, c'est clair. Hein, ils ont l'euro numérique en tête et ils veulent pas de concurrence. Enfin, pour moi, c'est absolument évident. Le retrait, par exemple, de la rémunération sur les stablecoins, c'est directement lié à ça. Parce que l'euro numérique, ils l'ont déjà annoncé, il n'y aura pas de rémunération des dépôts. Un peu comme d'ailleurs nos comptes en banque actuels. Hein, il y a très peu de banques qui font ça. Pour moi, c'est la raison numéro 1, quoi. Après, il pourrait y avoir d'autres raisons liées aux incertitudes sur les stablecoins, etc. Mais enfin, bon, pour moi, c'est très clair. On dégage le terrain avant l'arrivée de la grande armée, qui, de mon avis, sera un échec. Mais ça, c'est un autre débat. En fait, ce sera un échec. Qu'est-ce qui peut faire que c'est un échec? Soit parce que c'est pas adopté, donc on parle de l'euro numérique. Hein. Ouais. C'est un échec parce qu'il n'est pas adopté, mais ça, en vérité, si à un moment donné, ils travaillent avec des fournisseurs, des services providers de paiement, etc., privés, comme ils l'ont annoncé, et qu'ils le rendent d'une certaine manière un peu sexy, parce qu'ils font des vidéos TikTok et Instagram, hein, la Commission européenne, hein, pour vendre leur euro numérique. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Alors, attention, nous, on est dedans, donc on se dit c'est pas cool parce que c'est pas transparent, c'est pas Web3, c'est pas crypto, t'as compris. Mais il y en a plein, peut-être, ils vont trouver ça cool, non? Qu'est-ce que vous en pensez, vous Dimitri, toi, tu suis un peu ça? Ouais, bien sûr, je suis ça et je me souviens même de la première fois, ça remonte déjà à plusieurs années, où ce truc-là avait été abordé. Je me souviens qu'au tout début, c'était presque perçu d'une manière positive, en tout cas par la majorité de l'écosystème, hormis ceux qui peut-être connaissaient un petit peu plus et sentaient le truc arriver. Mais il y a presque ce truc-là, tu vois, de ah, ça y est, c'était
À l'époque, il n'y a pas du tout d'institutionnel dans l'écosystème. Donc c'était, ah putain, ok, on nous donne du crédit, on nous donne de l'importance, ils veulent faire ça, du coup, ils considèrent notre écosystème au sérieux, alors que dès le début, et justement avec Owen, AKHR, il avait sorti une vidéo en ce sens-là pour dire attention, en fait, c'est pas parce qu'ils nous donnent de l'intérêt et qu'on a l'impression qu'ils s'intéressent à notre truc et que donc ils vont faire une sorte de pseudo-crypto que c'est une good news pour nous. Au contraire, ils sont intéressés et l'incentive qu'ils ont à faire ça, c'est pas du tout celle que nous on peut avoir dans les autres projets crypto. Donc, bref, aujourd'hui, c'est la continuité de ça. Et moi, par contre, je me fais pas de soucis sur le fait que ça soit adopté. Comme tu t'en doutes et comme on peut s'en douter, on n'aura pas vraiment le choix. Voilà. Alors, je ne sais pas sur quoi tu te bases pour dire ça, parce que, enfin, il y a des chances qu'il y ait des incentives importantes. Il y a des chances aussi que pour certaines activités, l'euro numérique soit vivement incité. Mais il faut bien comprendre, et je le répète souvent dans l'émission parce que je crois que beaucoup ne le savent pas, l'euro numérique ne va pas remplacer l'euro des banques commerciales, l'euro classique. En fait, l'euro numérique est une infrastructure de paiement parallèle qui va s'ajouter en fait au système actuel des monnaies fiat émises par la banque centrale qui repose avec des billets, avec ce qu'on appelle une monnaie scripturale sur les comptes bancaires, etc. Ça va rester. Enfin, je te dis ça en fait, si tu veux, dans une optique justement long terme de disparition du cash. Pour moi, c'est avéré que le dernier semblant de liberté qui va nous rester, je te dis pas ça à l'échelle de 2-3 ans, je te dis à l'échelle de peut-être 10 ans, 15 ans, 20 ans, et dans certains pays c'est plus avancé que d'autres, le cash va disparaître, c'est une liberté de plus qui disparaîtra, et dans cette optique-là, un euro numérique pourrait s'imposer. Voilà. Que ce soit l'euro numérique ou une autre forme de monnaie, mais en tout cas, pour moi, le cash va disparaître. C'est en ce sens-là que je te dis qu'au bout d'un moment, en fait, on sera juste contraint d'utiliser ce truc-là avec des transactions qui seront tracées, blockchain ou pas, mais elles seront tracées, quoi. Non, alors, sur le fait que ça a été pensé comme une alternative au cash, sur ça, je te rejoins alors là, à 1000%. On sait la haine que ressent le régulateur et même les dirigeants en général pour le cash, parce que c'est le seul truc que tu peux pas tracer en vérité. Donc sur ça, je te rejoins à 100%. Qu'il soit à terme remplacé par un euro numérique, ça va prendre quand même quelques années, parce que quand même, tu as des pays comme l'Allemagne pour lequel le cash, il va falloir le retirer. Quand on sait la puissance de l'Allemagne. Ouais, même en Italie. En Italie, tu achètes une voiture en cash. Ouais. Donc voilà. Donc, bon, mais bon, tu disais à terme. Alors effectivement, à terme, tout est possible. Maintenant, c'est intéressant. Est-ce que toute la monnaie sera tokenisée? C'est ça la question en vérité. Ou est-ce qu'il restera à un moment donné toujours de la monnaie, on va dire, plus classique? Quand on lit le dernier rapport de la Commission européenne sur le sujet, on voit les précautions qu'ils prennent avec les banques commerciales. Et en fait, justement, ils vont mettre un plafond entre 1500 et 2000 euros, ou 3000, je sais plus. Tu pourras pas avoir plus sur ton solde de ton wallet d'euros numériques, en gros. C'est pas possible. Pourquoi? Justement pour ne pas déstabiliser la situation aujourd'hui, et tout ce qui sera au-dessus, pour les transactions qui seront au-dessus de 1500, 2000, je sais plus, ils seront transférés sur un compte commercial classique. Donc, tu vois que là, je commence à entrevoir, mais Cédric, ça m'intéresse d'avoir ton avis. Je commence à entrevoir une espèce de concurrence entre les banques commerciales et la Commission européenne. Parce qu'en gros, il faut savoir que l'euro numérique, il dépendra plus du tout des banques commerciales. Il n'y aura plus besoin de compte bancaire, en fait, tu vois. Et donc, en fait, la guéguerre, je crois, va pas être entre les crypto-boys et l'euro numérique. Elle va être entre le lobby bancaire, dont les dépôts servent à financer les activités, on se la fait très courte, et effectivement l'euro numérique qui dépend exclusivement en fait de la Commission. Cédric, je te voyais hocher de la tête. Ouais, quand je dis que ça sera un échec, il y a beaucoup de raisons à ça. Il y a celle que tu viens de citer, c'est que la concurrence directe avec les banques commerciales, si tu veux, ça paraît assez hallucinant d'imaginer qu'il y aura deux monnaies, en fait, c'est-à-dire deux systèmes monétaires. Tu me diras, dans l'histoire, c'est déjà arrivé. Pendant 7 siècles, la France a eu deux monnaies. Même le principe de l'or et l'argent, il a prévalu dans plein d'États pendant des millénaires. Sauf que, si tu veux, c'est pas deux monnaies qui sont venues du haut, donc c'est là où ça. Bon, après, si tu veux, moi j'ai regardé récemment les usages du e-yuan, donc du e-CNY en Chine, la monnaie numérique de banque centrale chinoise.
c'est un échec. Il y a très peu d'usage. Pourtant, ils avaient fait tout ce qu'ils pouvaient, hein, puisque dès le lancement, Alipay, WeChat, etc., intégraient directement, nativement, la possibilité de payer avec, etc. Ils payent un certain nombre de gens, je crois des fonctionnaires, avec ce truc-là, mais les mecs, ils convertissent tout de suite dans la monnaie normale. Donc pour l'instant, ça n'a pas décollé du tout, et c'est loin d'être le succès qu'on imagine. De toute façon, c'est simple. Dans le monde, il n'y a pas une seule monnaie numérique de banque centrale pour l'instant qui fonctionne. Alors déjà, il y en a 3 ou 4 qui ont été lancés. Il y a les Nigérians, je crois qu'il y a le Botswana, enfin je ne sais plus. Mais il n'y en a aucune qui est un succès. Le Nera, c'était un échec total. Bon, et la raison, elle est simple, c'est que les systèmes actuels fonctionnent très bien. Le système actuel fonctionne très bien. Alors là, je pourrais être d'accord avec Dimitri, par contre, c'est une question très intéressante. C'est que, imaginons qu'un jour, effectivement, on vire le cash. Comme tu l'as dit, Jérémy, c'est loin d'être simple dans certains pays. Je fais remarquer d'ailleurs que la Suède, qui avait vraiment poussé à l'élimination du cash, etc., est récemment revenue en arrière, en disant ah non, voilà, et puis en arrêtant de pousser à la disparition du cash. Donc il y a des raisons à ça. Et il y a un scénario que je vois qui est tout à fait possible, qui s'est déjà produit historiquement d'ailleurs, notamment il y a à peu près un siècle, c'est en Allemagne. Le mark, il y avait une inflation telle qu'à un moment, ils ont tout arrêté et ils ont émis une nouvelle monnaie et ils sont repartis de zéro. Donc le scénario possible, c'est celui-là, c'est-à-dire l'euro vaut vraiment plus rien, il subit une inflation monstrueuse à un horizon, je ne sais pas, 5, 10, 100, hein. Et là, à ce moment-là, si tu veux, plus personne n'en veut, parce qu'effectivement, ils brûlent les doigts. C'est-à-dire, dès que tu en as, ils perdent la valeur, donc tu veux surtout pas en garder. Et à ce moment-là, ouais, la Commission européenne, enfin, la Banque centrale européenne, pour arriver en disant, ah bah, là, maintenant, prenez l'euro numérique, parce que lui, au moins, il continue de valoir quelque chose. Mais selon la façon dont il aura été construit, c'est pas sûr que ça soit un bon remplacement. Et là, on aura peut-être Bitcoin, qui, lui, vaudra toujours quelque chose, ça fait aucun doute. Juste un rappel historique. En Allemagne, je crois que c'était en Autriche, il y a eu toute une région, une petite région composée de plusieurs villages. Quand ils étaient tellement emmerdés avec la monnaie qui était hyper inflationniste, qu'ils ont créé leur propre monnaie. Et ça a duré 3-4 ans. Et ça a fonctionné très bien. C'est-à-dire qu'il y avait une petite région de l'Autriche qui avait recréé sa monnaie, et qui fonctionnait. Et ça permettait Bon, alors c'est vrai que le monde n'était pas mondialisé comme aujourd'hui, hein. Et voilà. Mais donc, ça, c'est un scénario qui n'est pas complètement impossible. Et à ce moment-là, quid du Bitcoin à ce moment-là, tu vois, et qui va gagner, quoi. Donc, et puis, il y a un dernier truc quand même qu'il faut dire, c'est qu'il y a toujours 25% de la planète qui n'a pas accès à l'Internet. Et il n'est pas du tout sûr que ces 25%, d'ici 10 ans, ils aient toujours accès à l'Internet. Parce qu'il y a un problème de saturation aussi, hein. Donc il y a de toute façon tout un tas de gens qui continueront d'utiliser du cash. Je vois mal comment on pourrait avoir dans le monde entier un truc généralisé en cash numérique, sans pièces et sans billets. J'y crois pas trop. Voilà mon avis. Et puis surtout, tu as peut-être le fait aussi que, ouais, si ça repose sur une infrastructure qui est trop, numérique Ouais, en quelque sorte, il peut y avoir des risques. Tu vois, quand il y a eu, ouais, quand il y a eu, il y a quelques mois, tu vois, la panne chez Microsoft, et que ça a cloué tous les avions, tu vois, ça pourrait être un désastre, c'est vrai. Après, est-ce qu'il y a encore beaucoup de gens qui ont du cash, dans leur, porte-monnaie, tu vois? Est-ce que s'il y a une panne aujourd'hui, par exemple, est-ce qu'on peut continuer de payer, tu vois, si les distributeurs sont plus accessibles, si, tous ces machins-là sont plus accessibles? ah oui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Si ça tombe Donc, en ouais. panne, ouais. Bon, il y a Jérém qui dit qu'il a un petit problème, donc du coup, je vais faire la news suivante, qui est que, apparemment 91 des Français connaissent au moins le terme crypto-monnaie. Donc c'est une étude qui a été faite récemment sur la quasi-totalité des Français et qui révèle que la plupart, la très large majorité d'entre eux, connaissent le mot, crypto-monnaie. Donc ça ne veut pas dire forcément qu'ils savent, ce que c'est ni comment ça fonctionne, mais c'est clairement un terme du coup qui est entré dans la culture générale.
Et puis, tout ça, c'est la cause à quoi? C'est la cause, surtout aux médias, aux influenceurs, à l'actualité financière, même si, les Français suivent peut-être pas trop l'actualité financière en général. Mais c'est vrai que, c'est pas non plus un signe d'adoption, puisque, là, j'ai pas les chiffres, mais il me semble que, une étude avait montré que c'était plutôt, 8 je crois ou 12 le nombre de Français le pourcentage de Français qui possèdent des cryptos. Et puis, il y a aussi, plein d'autres aspects comme le fait que, heu, tu peux connaître le terme, mais, il y a aussi beaucoup de préjugés. Il y a beaucoup de, heu, il y a beaucoup de, le enfin, quand les informations viennent, par les médias, enfin, on connaît tous quoi. C'est assez souvent, biaisé, où ils en font une image, pas très, pas très belle quoi. Est-ce que tu veux, rebondir sur ça, Cédric ou Dimitri? Vas-y, Dimitri, ouais. Euh, Pas grand-chose de plus à ajouter, si ce n'est qu'au-delà de, effectivement, avoir entendu parler, ça ne veut pas dire connaître, mais je rajouterais même avoir entendu parler, ça ne veut pas dire apprécier. Donc, pour moi, la stat qui est plus intéressante encore à connaître, c'est savoir, dans cette proportion-là, qui ont un avis très neutre, qui a un a priori positif et qui a un a priori plutôt négatif, parce que justement, aujourd'hui, comme je disais, le traitement mainstream qui se fait de notre écosystème, il est ce qui le mainstreamise, entre guillemets, c'est les grands médias. Et comme on l'a vu encore très récemment avec des interventions sur Bitcoin, notamment sur France 2 et dans d'autres émissions bien connues, enfin sur d'autres chaînes bien connues, le traitement n'est pas toujours juste, on va dire. Donc je pense voilà. Mais après, c'est une première étape, hein, c'est une première étape nécessaire. On va avoir entendre parler, connaître le terme, ce que ça implique, et après, on tombe généralement dans un truc OK, ce truc-là est ridicule, puis il devient dangereux, puis à ce moment-là, il devient évident. Il faut malheureusement passer par ce chemin qui peut être plus ou moins long avant que ça soit adopté et que tout le monde comprenne exactement de quoi il s'agit, quoi. Mais c'est vrai que, il y a quand même pas le même traitement, aux États-Unis, par exemple, où, j'ai l'impression que on le considère plus comme un sujet sérieux, alors qu'en France, il est encore, pas mal dénigré, comme on disait. Et en fait, ça fait un peu le lien avec la première news dont on parlait sur les stablecoins, qui est que, heu il y a, en Europe, j'ai l'impression enfin, non, je vais plutôt parler des États-Unis, mais aux États-Unis, j'ai l'impression que, il y a cette idée que, en fait, peu im enfin, en fait, c'est Trump, peu importe ses réelles convictions, il a compris que c'était un vrai sujet, et que, s'il faisait pas quelque chose, ils allaient passer à côté. Alors qu'en Europe, c'est plutôt le contraire, quoi. Ouais, enfin, le vrai truc, si tu veux, c'est que les Américains sont très pragmatiques. Quand tu commences à avoir une proportion significative des gens en âge de voter qui s'intéressent à un sujet et qui passent beaucoup de temps, et qui en plus, c'est un sujet sur lequel les gens ont mis de leur argent, donc, ou une partie de leur argent. Donc, si tu veux, ça commence enfin, ça compte. Donc, nous, je pense enfin, on est en pleine transition là. On a toujours nos médias mainstream qui sont complètement retardataires sur le sujet, mais on voit que ça commence à bouger un tout petit peu quand même, parce qu'il s'est passé tellement de choses qu'ils peuvent plus en parler, c'est plus possible. On va voir les hommes politiques arriver dessus. C'est inévitable, parce qu'il suffit de regarder enfin, il y a eu une autre enquête récente sur l'usage, pas le fait de connaître, mais l'usage, c'est-à-dire la possession d'un portefeuille. Et chez les 18-25, on est à plus de 25%. Alors que, évidemment, quand tu es dans les tranches d'âge supérieures, ça descend vite. Donc, ça veut dire que là, les 18-25 qui sont en âge de voter, tu en as 1 sur 4 qui possèdent de la crypto. Dire, bon, c'est vrai que nos politiques, c'est pas forcément toujours tous des lumières, mais il y en a quand même ils vont être obligés de prendre ça en compte. C'est inévitable. C'est qu'à un moment donné, enfin, ou alors ils sont complètement stupides, quoi. Si En j'ai fait, un électorat qui s'intéresse à un sujet et que j'en parle pas du tout, et en plus cet électorat en ce moment, enfin, il a fait des plus-values, hein, 99% des gens qui détiennent du Bitcoin ont fait des plus-values, ça c'est clair. Voilà, c'est mon avis, c'est que c'est juste une question de temps, ça va changer ça.
Moi, merci beaucoup, TX, d'avoir pris le relais. T'es adorable. Non, c'est un sujet qui est intéressant. Alors, merci déjà d'avoir bien précisé que c'est bien le fait de connaître le mot, hein. Ça ne veut pas dire en détenir. On a un peu de marge, effectivement. Et je rejoins Dimitri sur les différentes étapes. Donc, de toute façon, il faut d'abord connaître le mot avant de connaître le concept. Enfin, voilà, ça se fait de façon incrémentale et bon, on va dire que ça a jamais été aussi adopté. Bon, alors voilà, il y a encore un peu de marge. En revanche, moi, ça me fait tout de suite penser à la réserve stratégique américaine en Bitcoin. Et en fait, là, pour l'instant, cette news est quasiment pas relayée dans les médias mainstream. Sur le programme de Trump, on se contente de parler potentiellement de son programme de tarifs douaniers. On parle du programme sur l'immigration. On parle de sujets plus, on va dire, plus classiques au niveau politique. En revanche, si demain il va au bout de son truc de faire cette réserve stratégique en Bitcoin, que la Russie, je sais pas, le fait, ou que demain la Pologne ou d'autres pays, et petit à petit, à un moment donné, ça se fait. En fait, à ce moment-là, tous les préjugés sur Bitcoin, ça va être compliqué de continuer à les défendre dans les médias parce que autant quand c'est un petit pays comme Salvador qui est une dictature qui met en prison des innocents, bon, vous voyez ce que je veux dire, c'est plus facile. Quand c'est les États-Unis et demain d'autres pays qu'on peut pas reprocher d'être un minimum démocratique, etc., ça va être compliqué. Et là, on va commencer peut-être à prendre conscience que Bitcoin, parce que ça devient une réserve de valeur stratégique aux États-Unis, en fait, ça devient une valeur stratégique par définition, tu vois. Donc, je pense qu'il va y avoir un cliff intéressant là-dessus, même au sein du grand public. Alors, je pense que pendant les premiers mois, certains diront ouais, Trump fait n'importe quoi, il met en réserve stratégique une monnaie de singe qui repose sur rien, il va foutre l'économie américaine en l'air à cause. Bon, vous connaissez ce type d'argument, un peu comme quand on nous a dit que s'il y avait motion de censure, ça allait être le chaos. Bon, finalement, tout est prévu, tout va bien se passer. Le Premier ministre va être nommé ce matin. Le projet de loi est déjà prêt. Enfin bref, passons. Donc voilà, donc je pense qu'il y aura quelques mois de latence et puis à un moment donné, bah ouais, ça va infuser, je pense. Donc je pense que ça peut être quelque chose de fort en termes de notoriété, d'adoption et de cassage des préjugés entre guillemets. Donc voilà, on verra bien, mais moi, on en parle tout le temps dans l'émission de cette réserve stratégique, soit pour l'expliquer, soit pour l'analyser, soit pour potentiellement voir son impact, mais parce que je pense que c'est vraiment huge en fait. Donc voilà. Si vous voulez, Trump élu personnalité de l'année en 2024 par le Time. Donc bon, moi, ça me fait rire parce que, évidemment, tout le monde ne parlait, enfin, ne souhaitait que Kamala, et maintenant qu'il est élu, on lui fait les yeux doux à Notre-Dame, on les lit personnalité de l'année en 2024 et tout, mais bon, voilà. Mais surtout, hier, il a été sonner la cloche à Wall Street. Alors peut-être que tout à l'heure, Jonathan va nous en parler. Et en fait, plusieurs fois, il a été interrogé et il a dit voilà, qu'il allait faire de grandes choses pour la crypto en 2025. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de se dire, voilà, à l'époque, quand il a parlé à Nashville en juillet dernier sur son programme Bitcoin, qu'il allait faire des États-Unis le pays, le pro-crypto, et toutes les annonces qu'il avait faites, j'entendais beaucoup de chroniqueurs, même ici d'ailleurs dans l'émission, et c'est normal, dire attention, hein, c'est des promesses, ça se trouve, il va rien faire de tout ça quand il sera élu, c'est juste électoral, c'est juste parce qu'il a besoin de financer sa campagne. Alors moi, je me rappelle que je répondais, les gars, il n'a pas besoin de ça pour financer sa campagne. Le gars, il a une fortune estimée à 5 ou 6 milliards, il l'a financé lui-même en grande partie. Mais bon, et là, on voit qu'il lâche pas l'affaire de la crypto. Tu vois, toutes les semaines, il y a une déclaration, un projet de loi au Sénat, l'exchange dans lequel ses fils sont particulièrement investis, a récemment fortement investi dans ETH, AAV, Link, donc il commence à s'intéresser même au-delà de Bitcoin. Donc en vrai, pour l'instant, alors rappelons qu'il sera investi que le 20 janvier, hein, mais pour l'instant, il ne déçoit pas les cryptos enfin la communauté crypto, entre guillemets, hein, bien sûr, qui ont voté pour lui. Je ne sais pas ce que vous en pensez là-dessus, mais pour l'instant, il est plutôt droit dans ses bottes. Toi, Dimitri, tu as suivi, j'imagine.
l'élection américaine et le programme pro-crypto. Si tu veux, avant qu'on passe à l'interview, comment tu as vécu ça? Nous, on l'a vécu ici toutes les semaines, même plusieurs fois par semaine. Toi, tu l'as vécu comment? Tu y as cru? Tu as cru que c'était électoral? Tu es content? Tu penses que c'est bullshit? Ou voilà, comment tu as vécu le truc, toi, Dimitri? Euh, Alors, ce que je dis, évidemment, n'engage que moi. Comment je l'ai vécu, en gros, évidemment, c'est un peu tout en même temps. C'est-à-dire que, alors non, je n'irai pas jusqu'à dire qu'il a besoin de ça pour financer, qu'il a eu besoin de ça pour se financer sa campagne, certainement pas. Mais Trump est quelqu'un d'intelligent. Je pense qu'aujourd'hui, personne ne peut le nier. Il a fait quelque chose qui s'était vu une seule fois dans l'histoire, à savoir se faire élire, puis partir, puis revenir. Donc, il est très intelligent et il sait surfer sur certaines tendances qui peuvent l'aider globalement, par exemple, devenir président. Donc, en gros, je pense qu'il y a plusieurs choses. Je pense qu'effectivement, il y croit. Je pense que sa proximité aujourd'hui avec Musk a aidé à une compréhension, on va dire, honnête et sincère du sujet. Ça, c'est une chose. Ensuite, deuxième point, je pense qu'il a vu clairement son intérêt. Et troisième chose que j'ajoute, il ne faut pas nier qu'aujourd'hui, on est après, on peut toujours jouer sur les mots, mais on va dire dans un bull market. Je pense qu'aujourd'hui, personne ne va nier ça. Et donc, il y a aussi une incentive supplémentaire à continuer à surfer cette vague-là. Aujourd'hui, si finalement le bull n'en était pas un, que c'était simplement tac, un petit truc, on se retournait en bire, ou je sais pas, enfin bref, tous les scénarios qu'on peut imaginer, je suis pas sûr qu'il continuerait à surfer ce narratif-là autant qu'il le fait aujourd'hui. Donc, tu vois, pour moi, c'est tout qui est entremêlé. C'est OK, il y a une partie, il y croit sincèrement. Il y a une autre partie qui fait qu'il a intérêt à parler de ça. Et encore une autre partie qui fait qu'aujourd'hui, tout de suite, c'est tendance. S'il y avait autre chose, s'il y avait un autre narratif qui était aussi puissant d'un point de vue communication, peut-être qu'il surferait une autre vague que celle des cryptos. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y croit pas. Ok, je Ouais. vois. Vas-y, Cédric, si tu veux intervenir, pas de souci. Ouais, je crois que ça va plus loin quand même qu'une mode, en fait. J'ai l'impression, avec le coup de la réserve stratégique, il fait un peu le pari de Pascal. Vaut mieux croire en Dieu parce qu'au cas où il existe, ben voilà. Je veux dire par là, ben, il vaut mieux croire en Bitcoin parce que le jour où il devient vraiment important dans l'économie, il vaut mieux être là. J'ai l'impression que c'est assez pragmatique, en fait, hein. Il n'y a pas que l'aspect électoral, il y a aussi un aspect économique, je pense, qui prend en compte. Ouais, Bien sûr. je vais même aller plus loin. Il y a un enjeu géopolitique. D'ailleurs, à la bourse de New York hier, quand il dit on va faire des grandes choses avec la crypto, il enchaîne juste après en disant parce que si nous ne le faisons pas, la Chine va le faire. Et ensuite, il se reprend tout de suite en disant China and other countries. Donc, tu vois, voilà. Mais clairement, il y a une espèce de course un peu un peu à la micro-stratégie, tu vois, à qui aura le plus de Bitcoin, parce que les gars, ils ont compris de Bitcoin, de mon point de vue, ils ont compris un truc, il n'y en a que 21 millions. Et que si effectivement ça vient à concurrencer l'or et que ça devient une réserve de valeur adoptée par corporate, institutions, etc., eh bien à ce moment-là, on se pose la question de savoir est-ce que c'est pas juste une course en avant pour... et d'ailleurs, il compare Bitcoin à l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que pour lui, c'est un secteur industriel dans lequel les États-Unis doivent être en pointe, comme ils l'ont été dans l'Internet, comme ils le sont dans l'IA, comme ils le sont dans la plupart des nouvelles technologies, notamment le spatial, etc. Et en fait, c'est un enjeu, alors quand tu disais économique, oui, bien sûr, mais c'est aussi un enjeu géopolitique. Donc, tu vois, je suis assez d'accord. Je ne pense pas, quand tu fais une réserve stratégique en Bitcoin où tu es obligé de laisser, de bloquer, entre guillemets, ces fonds pendant 20 ans, tu sais, c'est pas du trading, c'est pas spéculer, c'est pas tout ça, tu vois. Je pense qu'il y a des fondamentaux qui sont de l'ordre de l'industrie. Et c'est vrai que, bon, Donald Trump, c'est un industriel, c'est un entrepreneur, c'est un mec qui fait des deals et il sait très bien que si tu n'es pas le premier, ça sert à rien de te lancer. Et donc, voilà. Donc, je pense qu'effectivement, électoralement, ça l'a servi, il n'y a pas de souci. Mais bon, je pense que ça, c'est pas. L'élection, c'est pas joué sur Bitcoin, tu vois. Il s'est joué quand on s'intéresse à la politique américaine. On sait qu'il s'est joué sur bien d'autres ressorts, là qu'on n'a pas le temps d'évoquer. Mais en revanche, d'un point de vue de patriotisme économique et de souveraineté industrielle, je pense que c'est un enjeu majeur. Est-ce que je Ouais, peux te poser une question par rapport à ouais, ça? avec plaisir.
Euh, Si on va dans ton sens, que je rejoins en partie, c'est une vraie question ouverte, j'apporte pas forcément de réponse à ça, mais est-ce que c'est l'intérêt donc de Trump et des Américains de dévoiler entre guillemets ce plan au grand public, d'instaurer cette course-là, d'aller sur peut-être une surenchère d'achat, de faire monter les prix et d'obtenir du coup ce truc-là si important à un prix bien plus important que si à minima juste tu n'en parles pas. Tu penses qu'il a. Dans, Ouais. Alors, prêter cette intention. Alors, je reformule pour être sûr que j'ai bien compris. En gros, tu penses que avec toutes ces annonces, son programme, tout ça, en fait, il fait ça pour faire monter le prix à 150 000 $. En tout cas, c'est ce qu'il veut. Il l'a dit. Non, non, pas forcément. Non? Non, non, Alors, c'est c'est pas. pas Non, compris, non. en fait. Non, non, c'est simplement dans le cas où si vraiment l'initiative première de faire ça, est-ce que ça serait pour lui la bonne méthode et le bon plan que de l'annoncer, de le crier sous tous les toits, peut-être même de donner l'idée à d'autres pays et d'instiller cette course à la réserve de valeur et en tout cas au fait d'acheter le plus en plus de Bitcoin le plus rapidement possible. C'est-à-dire Mais que si vraiment c'est ça ton intérêt géopolitique premier, est-ce que c'est ton intérêt de le créer sous tous les tours, entre guillemets? C'est ça simplement, tu vois, pour c'est intéressant. simplement nuancer et contrebalancer ce que tu dis, Mmh. en mode, ils sont pas cons. Je kiffe la géopolitique, j'adore ça. Et sur des sujets aussi importants et aussi majeurs, généralement, les sujets les plus importants et les plus majeurs se retrouvent pas criés dans les micros à droite et à gauche tout le temps. Tu vois, c'est plutôt des Ça, c'est choses intéressant. très long terme, en off, mais c'est pas Ouais. crié sur toutes les télévisions et dans toutes les conférences, quoi. Alors ça, c'est très intéressant. Alors, moi, si j'étais Trump, là, je vais me faire l'avocat de Trump. Je te dirais deux choses. D'abord, si on veut que Bitcoin soit légitime en tant que réserve de valeur, il faut d'abord, auprès des Américains, parce que les Américains, à un moment donné, on va utiliser les fonds américains, 76 milliards de dollars, pour acheter du Bitcoin. Donc, il faut bien, à un moment donné, avoir l'opinion publique de son côté. Et donc, toute cette campagne qui a duré, en gros, 8 mois à peu près, pour parler de Bitcoin, l'expliquer, le favoriser, le promouvoir, etc., va permettre au sein de l'opinion publique, et pas seulement des personnes qui sont déjà crypto-boys, d'être convaincu que c'est un bon move pour les États-Unis. Le deuxième élément, c'est qu'il faut des soutiens politiques pour ça. Parce que le président américain, il faut comprendre qu'il n'a pas le même pouvoir qu'en France. Un président français avec le 49.3, alors à part là, depuis quelques mois, mais avant ça, il fait ce qu'il veut. Aux États-Unis, le président dépend des majorités qu'il a au sein des différentes chambres. Et pour avoir ce soutien politique, eh bien, il doit aussi savoir que les parlementaires et sénateurs qui demain voteront les lois qu'il proposera soient eux-mêmes soutenus par leur base. Donc, on en revient à la population. Donc, il faut que ça vienne de tout en haut, que ça soit accepté par l'opinion publique, que les sénateurs et parlementaires soient soutenus dans leur collectivité locale, enfin, dans leur canton ou dans leurs États, ou bon, je ne connais pas par cœur tout ça, mais il faut qu'ils soient soutenus, sinon ils vont pas voter, tu vois. Donc je pense qu'il y a un intérêt d'en parler avant pour faire infuser l'idée. Et après, derrière, je pense aussi que Donald Trump n'est pas dupe et qu'il sait que d'autres pays, effectivement, sont déjà. Oh, pardon. Non, ils sont déjà en train d'y réfléchir, certains en accumulant off. Et en fait, Donald Trump, il sait très bien que le marketing, c'est parfois même plus important que le produit. On dit souvent, on ne vend pas un produit, on raconte son histoire. Tu vois, c'est un peu ma devise et je sais celle de plein d'autres, je n'ai rien inventé. Et par conséquent, le fait de se positionner en termes de marketing et de communication en pionnier d'un secteur, potentiellement, ça fait de toi un pionnier dans le secteur, même si pour l'instant, tu as raison Dimitri, il n'y a pas encore de réserve stratégique, etc. Tu vois. Donc je pense que c'est un coup marketing, c'est un coup aussi politique. Et voilà. Et après, pour le coup, pour le reste, je pense que c'est Trump, quoi. Et Trump, il a aussi cet effet de dire je dis ce que je pense quand je le pense et je fais ce que je dis ce que je fais. Par exemple, les tarifs douaniers, c'est pareil. Il a annoncé qu'il allait mettre des tarifs douaniers aux importations, qu'il allait taxer tout ce qui n'était pas américain, etc. Et en fait, ça, à ce moment-là, ça crée au niveau des agents économiques une crainte en disant oula, on va peut-être se mettre en conformité parce que sinon on va se faire défoncer. Et derrière, il aura peut-être même pas besoin de mettre les tarifs douaniers, tu vois. Donc il y a un côté, je parle avant de faire pour ne pas avoir à faire. Donc je pense que clairement c'est un bon coup politique, mais
de là à dire que il le dit, mais en vrai, s'il voulait vraiment le faire, il le ferait en off. Je pense que Trump est pas un politicien, même s'il fait de la politique, et que c'est avant tout un businessman, et que enfin, tu sais, c'est tout con, mais si demain Apple dit on va sortir le téléphone révolutionnaire qui va complètement faire un banger sur le marché, avant même qu'il le sorte, ça va infuser dans les esprits. Ah, ils ont toujours fait comme ça, d'ailleurs. Et ça se trouve, en le sortant, ça va être un bide. Tu vois, par exemple, le casque VR là, de Apple, il a été arrêté en production. Alors qu'ils avaient annoncé ça en grande pompe, ça allait révolutionner, ça allait marcher. Finalement, ça a été un échec. Mais tout le monde ne parlait que de ça. Tu vois. Donc, bon, je pense que c'est du marketing, c'est de la politique. Mais derrière, bon, de toute façon, on en reparlera à partir du 20. Est-ce qu'il va le faire? Est-ce que ça va être approuvé? L'impact que ça aura et tout ça. Mais ouais, moi, je pense que c'est du Trump, en fait. Typiquement. Donc, bon. Je vous propose qu'on passe à l'interview du jour avec Dimitri. Merci les copains, c'est très cool ces revues de presse parce que par le prisme de l'actualité, ça nous permet de parler de plein de sujets, d'avoir les avis de chacun. Et après, chacun se fait son avis et c'est tout l'intérêt de la chose. Alors, Dimitri, on va t'intéresser à toi maintenant. Alors les gars, je vous préviens, je ne mets pas ma cam parce que j'ai un petit problème technique. Mais voilà, comme ça, vous n'êtes pas surpris. Alors, Dimitri, est-ce que tu veux bien d'abord nous raconter un petit peu c'est quoi ton parcours et surtout quand est-ce que c'est la première fois que tu as entendu parler de tes cryptos? Et après, on parlera de toutes tes expériences que j'ai découvertes en préparant cette émission. Du coup, rappelle-moi ta question, c'est la première fois que j'ai découvert la crypto? D'abord, ton parcours un petit peu, je sais pas, Ok. c'est quoi ton milieu social? Tu as fait quoi comme études? Enfin, rapidos, qu'on situe un peu le bonhomme. Ok, ok. Écoute, mon parcours, enfin, le milieu social, un peu compliqué de répondre à ça, mais en gros, Ah, mais tu es issu d'une euh, famille bourgeoise, plutôt non, pauvre, non, classe moyenne, normal. normale. Je suis né du côté de Montpellier, mais j'y suis pas resté très longtemps. Mes parents sont séparés assez vite, et du coup après j'ai déménagé et j'ai vécu la plupart du temps à 1 heure au sud de Lyon, dans un petit village d'Ardèche que certains connaissent, parce que figure-toi que je sais pas si tu connais Raphaël Potard, mais il est issu du même petit village qui s'appelle Annonay, Mais dans le non, nord. bah, je Si, le connais très bien, il est chroniqueur dans l'émission. bon, et ben voilà, On tu sauras l'adore qu'un ici. jour sur un repas avec Benjamin, évidemment que tu dois connaître aussi, Cohen à Paris, j'ai entendu Il vient parler tout à l'heure. eh ben, bah voilà. J'ai entendu parler d'Annonay, enfin bref, avec Raphaël, on s'est regardé, on a trouvé que C'est on énorme. est exactement du même petit bled en Ardèche. Bref, voilà pour là où j'ai grandi. Après, je suis passé quelques années dans le nord de Paris, puis 2 ans à Metz. Enfin, bref, j'ai un petit peu bougé. Voilà. Au niveau de mon parcours, bah, je fais des études. Je suis allé jusqu'à faire une licence générale en droit, économie, gestion. Ensuite, j'étais pris en master, mais finalement, je ne l'ai pas fait. C'est au moment où je suis parti à Metz dans un écosystème que je pense tout le monde connaît ici, celui de ON, Meria, Descoin, de toutes les boîtes qu'on a par là-bas. Voilà. Quand est-ce que j'ai découvert les cryptos? Écoute, c'était en 2016-2017, j'ai envie de dire, c'est venu au bon moment. En gros, en 2000, je sais plus si c'était l'été 2016 ou 2017, peu importe. Enfin bref, pendant l'été, je fais un road trip avec un pote. On décide de faire le tour de l'Europe en voiture. Et juste avant, quand on était en train de préparer ça, on était chez un autre ami où on était un petit peu off, comme ça, pendant une dizaine de jours pour préparer ce road trip. Et c'est à ce moment-là que, là, je crois que c'était au début de l'année, ouais, ça doit être entre 2007 et 2017 par là, on commence à entendre parler de Bitcoin. On sait que fin 2017, on a voilà, un gros bull run et que c'est là que tout a pété. Mais déjà, juste avant, on commençait à voir quelques trucs où régulièrement on entendait, OK, il a passé $50, $100, $200, etc. C'était à ce moment-là. Et en gros, j'entends parler de ça au moment où bah, moi j'ai un petit peu de temps, ce qui était quand même assez rare à l'époque, parce que je cumulais plusieurs activités. Je vais peut-être pas faire une longue présentation très chiante, mais globalement, je faisais plusieurs choses à l'époque. J'avais mes études que je faisais en alternance, où j'avais les cours et un travail. À côté de ça, j'étais sapeur-pompier volontaire et moniteur de boxe. Donc, j'avais des semaines qui étaient extrêmement remplies, où j'avais pas le temps de m'intéresser à ces sujets-là. Et vraiment, il y avait que ces 10 petits jours avant que je prenne un mois off justement pour faire le tour de l'Europe, où j'entends parler de ça et je me dis, ok, ça m'intéresse, ça a l'air d'être sympa. J'en avais déjà entendu parler à de nombreuses reprises avant, plusieurs fois, mais j'avais jamais eu le temps de creuser le sujet. Là, j'avais le temps. Donc, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait.
lu des trucs dessus, j'ai commencé à découvrir 2-3 sites qui en parlaient de manière plus en plus approfondie. C'est là évidemment que je suis tombé sur la chaîne d'un jeune gars qui, au milieu de différentes vidéos qui n'étaient pas toutes des vidéos crypto, ça parlait enfin, bref, de différentes choses. Cette chaîne, évidemment, c'est celle de Owen Asher. Du coup, j'ai fait toutes ces vidéos en l'espace d'une journée. Il y a un mail d'ailleurs qui est parti juste après, juste après ce binge-watching. Et voilà, c'est comme ça globalement que je suis rentré dedans. Une fois que je me suis intéressé à ce sujet-là, j'ai plus jamais lâché. 1 ou 2 mois plus tard, je commence à travailler avec Owen. 1 ou 2 mois plus tard, je lançais France Crypto. 1 ou 2 mois plus tard, je lançais d'autres initiatives, d'autres trucs là-dedans, et j'ai jamais lâché depuis cette période-là. Ok, alors justement, première petite question. Alors les copains, évidemment, hein, Cédric, TX, et même celles et ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas si vous avez des questions à poser à Dimitri, on les relaiera en live. Ma première question, c'est que par rapport à tout ce que tu as fait, d'ailleurs c'est drôle, la dernière fois on s'est vu en vrai, je crois que c'était à Lyon. Ouais, bah Crypto Tour. Non, en plus on s'est vu avant ça chez Ben d'ailleurs, mais Oui. enfin, après ça, on se croise régulièrement. Et donc, à un moment donné, je t'ai posé une question et moi-même, après, je me suis trouvé con à te la poser et je t'ai dit, mais à Vega Management, donc on y viendra juste après, donc c'est une agence qui fait du conseil et de la production audiovisuelle. Et je dis, mais à part ça, tu t'y connais un peu en crypto? Et là, tu m'as dit, bah frérot, je gère la chaîne d'Asher depuis des années, j'ai France Crypto et tout. Et en vrai, ma question, c'est jamais, est-ce que tu as déjà été intéressé pour te mettre peut-être davantage en avant publiquement et peut-être travailler un peu ton personal branding, ou est-ce que tu aimes bien finalement être un peu en coulisses soit d'entreprise, comme on parlait tout à l'heure de Descoin, etc., ou encore évidemment de Asher? Euh, c'est une question très intéressante, parce que j'ai envie de te dire, pour faire simple, c'est l'histoire du cordonnier, hein, c'est toujours le cordonnier qui est le plus mal chaussé. C'est un peu ça. Alors après, il ne s'agit pas juste de dire que je suis mal chaussé, il y a aussi une notion d'envie. Honnêtement, moi, ma priorité, mon focus, c'est toujours celui de mes clients, en fait. Donc, je regarde en bout de chaîne, tu vois, qu'est-ce qui reste pour moi, et généralement, il reste beaucoup trop peu de temps pour que je me consacre de manière, on va dire, professionnelle à une activité de représentation publique, que ce soit pour une boîte, pour une autre boîte, ou pour moi personnellement, enfin bref, tu vois, pour différentes choses. Donc, voilà, c'est pas quelque chose qui m'intéresse plus que ça. Je pense que, tu vois, il faut, dans le cadre des activités que j'ai actuellement, il n'y a pas de raison particulière à ce que je mette plus en avant que ça, tu vois. C'est-à-dire que ceux qui doivent me connaître, entre guillemets, j'ai envie de te dire, me connaissent, donc dans un cadre professionnel, notamment de clients par rapport à Vega, etc. Mais j'ai envie de dire, ça s'arrête là. Il faut bien comprendre ce qu'est Vega, on n'en a pas trop parlé, mais c'est une agence. On va y J'aime venir, pas. t'inquiète pas, on a le temps, on a le Ouais. temps, t'inquiète Mais pas. en gros, je devance juste le truc pour que tu comprennes. En gros, notre but, c'est on est, même si j'aime pas trop ce terme, mais une agence à 360. C'est-à-dire qu'on travaille avec un nombre limité de clients, aujourd'hui 50 à 70, pour lesquels on fait à peu près tout. En tout cas, on peut à peu près tout faire d'un point de vue gestion des réseaux, comme production, post-prod, machin, etc. Euh, pour certains, on fait tout. Pour d'autres, on se plug et on fait qu'une partie des choses qu'ils ne savent pas faire ou qu'ils ne veulent pas faire. Mais tu vois, c'est assez limité, parce qu'on ne peut pas crier, et moi directement, sous tous les toits, ah, on fait ci, ça pour lui, ah, ça, vous pensez que c'est lui qui le fait? Eh ben non, c'est nous. Enfin, tu vois, ça serait très bizarre, et ça serait contre-productif du point de vue de Vega. Donc notre place, même si on est une entreprise, il faut qu'on se développe et il faut bien qu'on communique, donc on le fait, mais tu vois, toujours sur ce fil où voilà, il ne faut pas que ça desserve nos clients. Notre intérêt premier, c'est celui de nos clients, et que ça soit moi ou l'entreprise directement, bah voilà, quand on communique, on le fait de manière très très euh, légère, on va dire. Sauf peut-être sur événement où là, bon, bah, j'aime bien montrer qu'on est là, et généralement, quand on est sur un event, les gens savent qu'on est là parce que beaucoup de caméras, beaucoup de personnes pour l'aspect prod et tout. Mais hormis ça, voilà, on reste, que ce soit moi ou l'entreprise, assez parcimonieux dans notre communication. Ouais, je comprends. Alors, j'ai envie quand même de continuer la discussion, parce que en plus c'est bien, parce que c'est aussi ton sujet. Toi, tu travailles avec tes clients justement pour mettre en avant leurs produits, mais pas seulement. On est à l'ère aujourd'hui de la communication. On en parle souvent, notamment dans l'émission À Point avec Arnaud Toiti, du rôle du personal branding aujourd'hui en 2024 et depuis maintenant quelques années.
où en fait, quand tu prends l'exemple de Asher, qui pour moi est typique, c'est un entrepreneur B2B, B2C, mais à côté de ça, il sait aussi que sa personnalité et la notoriété qu'il a, elle favorise évidemment son entreprise. Et toi, aujourd'hui, tu as finalement, peut-on dire, tous les moyens à ta disposition, que ce soit le réseau, les moyens techniques, les compétences, puisque tu le fais pour d'autres et avec un certain talent, on va pas se mentir. Et pour autant, effectivement, tu n'en fais pas bénéficier. Enfin, tu n'en profites pas, en tout cas pas, je pense en tout cas suffisamment, alors que pour le coup, ça pourrait complètement favoriser tes entreprises et aussi finalement tes clients. Imaginons, je vais un peu loin, mais si tu deviens, alors, encore une fois, on est un peu dans de la fiction, mais j'aime bien parler de ça parce que ça parle de marketing et c'est un des sujets sur lequel tu travailles au quotidien. Si demain tu deviens une star, pardonne-moi le terme, mais t'as compris quoi. Bah, finalement, les gens ils vont avoir envie de bosser avec toi et ceux qui bossent avec la star, bah, ça va aussi leur redorer. Genre ah ouais, tu bosses avec Dimitri, mais finalement, mais c'est chambé. Genre ton marketing va être ouf. Donc en fait, en gros, je pense que toi-même tu pourrais être ton meilleur POC, ton meilleur ambassadeur du produit que tu vends. Tu vois. Et là, on est fondamentalement dans la stratégie de les dirigeants deviennent aujourd'hui des influenceurs, pas seulement pour flatter leur ego, mais pour mettre en avant le travail que demain ils peuvent proposer à leurs clients. Je pense que tu as compris. Ah, ouais, deux choses par rapport à ça. La première, c'est que je ne dis pas qu'il faut pas le faire et que je le ferai jamais, parce que plus mes boîtes, notamment Vegas, se développent, plus j'arrive quand même à me libérer du temps. C'est pour ça qu'on t'invite ce matin, parce que pour moi, tu es sous-coté de ouf, en fait. En tout cas, voilà, je dis pas que je le ferai jamais. Là, c'est potentiellement quelque chose qui pourrait arriver. Enfin bref, faudrait que je strate ça comme il faut. Mais la deuxième raison, c'est que dans le scénario que tu décris, à savoir le faire pour voilà, que les gens aient envie de bosser avec moi, etc. Je ne veux pas dire que tout le monde a envie de bosser avec nous, certainement pas. Mais là, tu vois, par exemple, j'étais 2-3 jours à Paris pour un événement. Je reviens là ce week-end et j'ai 7 propositions commerciales envoyées et c'est déjà beaucoup plus que Ouais, je vois. ce qu'on peut gérer. Parce que la vocation de Vega, c'est de bosser. Aujourd'hui, on a une position ultra luxueuse que j'adore, mais qui est qu'on bosse vraiment avec ceux avec qui on a envie de bosser. Pendant, peut-être au début, forcément, de ma carrière, entre guillemets, avant Vega, j'ai parfois été dans des positions, tu sais, quand tu commences, que tu es indépendant, que tu n'as encore pas fait grand-chose, tu peux te retrouver dans des positions où tu bosses avec des gens avec qui, en vrai, bah, tu n'as pas forcément envie de travailler, mais par contrainte économique, etc., tu n'as pas trop le choix. Depuis, je me suis dit que voilà, j'allais bosser. Enfin, que j'allais faire ce qu'il fallait, parce qu'évidemment, c'est pas qu'une question de volonté. J'allais faire ce qu'il fallait pour que ça n'arrive plus jamais et que je bosse avec des gens avec qui j'ai vraiment envie de travailler et que je n'ai pas besoin voilà, justement, tu vois, de travailler avec n'importe qui pour vivre. Donc aujourd'hui, notre position, c'est celle-ci, c'est on bosse avec 50-70 clients au quotidien. Quand il y a des projets qui nous font kiffer, soit des gros challenges, soit voilà, enfin bref, des projets intéressants ou des personnes intéressantes, une matière première intéressante, on va le faire. Et sinon, bah, voilà, on ne le fait pas. Donc, tu vois, il n'y a pas forcément ce besoin d'avoir encore Ouais, je vois. plus de demandes. Ouais. Non, non, mais c'est un luxe hein, de pouvoir choisir avec qui on travaille. Et effectivement, c'est beau hein, de l'avoir, ce luxe-là. Je sais de quoi je parle et c'est vrai que c'est formidable de ne pas avoir à s'embêter avec des clients ou même des personnes ou des entreprises avec lesquelles on n'est pas en ligne au niveau des valeurs ou du projet, etc. Donc, en tout cas, bien vu pour ça. Alors, dans tes différents rôles, on a Descoin dans lequel tu es associé. Tu as un rôle opérationnel ou juste tu as été là au départ et tu es un actionnaire passif? La réalité, c'est que je suis un actionnaire passif, mais la personne qui dirige le Descoin, c'est qu'elle peut compter sur moi. Je veux pas dire que j'aime pas trop ce rôle de passivité, mais en soi, aujourd'hui, dans les faits, c'est largement plus passif que actif. Mais effectivement, j'étais là depuis le tout début. J'ai dit dans mon parcours que j'avais passé quelques temps à Metz entre 2018 et 2020. Donc globalement, c'est un peu le moment où tout a pris forme à ce moment-là. Donc voilà, je suis associé depuis cette période-là et c'est largement plus passif qu'actif, mais parfois il peut
voilà, je peux avoir un rôle un peu plus actif sur certaines choses. Là, Descoin devrait accélérer d'un point de vue marketing, communication, justement sur l'année qui vient. Donc forcément, de par mes activités, je pense que je vais peut-être prendre un rôle plus actif que par le passé, à Ouais, voir. ouais, c'est bien que tu pointes ça parce qu'effectivement, Descoin, j'entendais récemment, qui c'est qui a dit ça? Bah non, mais c'était Asher dans la voiture, il a fait une vidéo, tu sais, business en bagnole, que j'ai regardé, que je trouvais ça assez fun. Je connaissais le concept, mais pas avec de la crypto ou du business. Et là, le fait de l'avoir fait comme ça avec Asher, c'était un format qui était très cool. Je vous invite d'ailleurs à aller la voir. Je ne sais plus le nom du créateur qui Yann Darwin. voilà. Alors moi, je t'avoue, je le connaissais pas, mais je crois il est très connu, mais bon, pas par moi. Mais en tout cas, voilà. Et bref, et donc dans cette émission, Asher disait, alors il faut rappeler qu'Asher, je crois, est aussi actionnaire de Descoin, peut-être même un des fondateurs. Le fondateur. Ouais, OK, le fondateur. Et en fait, il disait justement, c'est franchement l'une des meilleures plateformes en termes d'expérience utilisateur pour justement acheter, vendre et détenir ses cryptos. Et pourtant, pour le coup, c'est vrai que bah, on a un petit peu de mal à la placer peut-être sur la carte en termes de marketing. Quand tu dis qu'il y a une campagne marketing qui est prévue pour l'année prochaine, moi, honnêtement, j'ai pas de préférence pour une plateforme ou pour une autre. C'est pas le sujet. Mais par contre, j'ai toujours envie de me dire, un acteur français, bah, il faut qu'il y en ait déjà. Premièrement, on a reçu récemment Alexandre de Pemium, on a reçu évidemment Claire de Débloc, etc. C'est important d'avoir des acteurs français. Et c'est vrai que Descoin, bah, ils sont là depuis un petit bout de temps, ils font leur petit bonhomme de chemin. On a reçu aussi Louvet de Coinhouse, mais c'est vrai qu'on a un peu parfois de mal à savoir soit qu'ils existent, soit effectivement, voilà. Donc pour le coup, quand tu dis qu'il y a du marketing prévu pour l'année prochaine, bah on avait reçu d'ailleurs l'ancien, putain, il va m'en vouloir. Il a lancé Julien. non, Marvin. Marvin, que j'adore, il va m'en vouloir. On l'avait reçu à l'époque où il était encore chez Descoin. On l'a reçu, je crois, 2 semaines avant son départ, tu vois. Et donc, il nous avait raconté l'histoire de Descoin et tout ça. Enfin bref, donc pour le coup, ouais, donc on va entendre parler un peu de Descoin l'année prochaine, tu nous dis. Ouais, absolument. Je veux pas court-circuiter la com et je me suis pas du coup mis d'accord avec ceux qui gèrent ça Non, 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 mais chez au Descoin. moins, Donc je vais rien dire, mais voilà, je pense qu'ils n'en voudront pas de dire qu'effectivement ça va accélérer la semaine prochaine et qu'effectivement pendant un moment peut-être, enfin il y a deux choses. Je pense que d'un côté il y avait aussi beaucoup de réflexion autour du positionnement de Descoin parce que bah, forcément il y a un écosystème et un maillage même au niveau national qui est quand même déjà assez complet. Donc il faut trouver sa place, tu vois, entre ouais. les très gros acteurs, les petits acteurs, etc. Et et l'autre chose qui est que bah voilà, ils ont quand même développé des choses, etc., qui font que au-delà des réflexions autour du positionnement stratégique qu'ils doivent avoir, il y a aussi voilà, des choses qui ont pris du temps à se faire et voilà, qui devraient être, on va dire, connues de tous, j'espère le plus rapidement possible, mais ça devrait être sur une échéance premier trimestre, je pense. Ok, excellent, excellent. Ensuite, alors, on a France. Vas-y, Cédric, si tu veux. J'ai une question sur Asher, la façon sa chaîne. Est-ce que tu gères, est-ce que tu es impliqué dans la gestion des abonnés, de la croissance, etc. Parce qu'il a dépassé 700 000 là récemment. Est-ce que tu as une idée du profiling de ces gens? Est-ce qu'ils regardent? Qui c'est qui regarde? Et voilà. Vu que tu es là depuis le début, je pense que ce sujet-là, tu as dû le traiter. Oui, bien sûr. Owen le dit souvent parce qu'en fait, ça paraît pas si instinctif que ça, mais on a une communauté qui est plutôt âgée, entre guillemets, parce qu'on a l'impression, parfois par comparaison un peu rapide avec d'autres créateurs de contenu qui peuvent être dans la même tranche d'âge qu'Owen. Donc, comme Owen est jeune, il s'adresse qu'aux jeunes. Non, pas du tout. On a eu, je pense, j'ai plus les datas exactement sous les yeux, mais jusqu'à il y a 1 an, 2 ans en arrière, une moyenne d'âge qui allait à 35 ans. Voilà. Et là, à partir du moment en fait où bah forcément on refait de la croissance en masse, donc notamment en bull run, où évidemment la chaîne étant corrélée fortement au marché des cryptos, on gagne de plus en plus d'abonnés. Quand on a des prises rapides comme ça d'abonnés, ça vient rajeunir un petit peu l'audience. Et là, je crois que aujourd'hui, ouais, on en a parlé la dernière fois, je n'ai pas remis mon nez dans l'analytics récemment, mais je pense que ça a dû descendre autour de 27 ans, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, on est bien loin de peut-être ceux qui, de prime abord, comme ça, pourraient dire qu'on parle à des gens qui ont 18, 20 ans et qui veulent faire to the moon sur la crypto. Non, pas du tout. Après, c'est vrai que c'est un contenu qui est quand même, je trouve assez différent de la plupart des autres créateurs. Bah, c'est un peu ce que tu disais, mais juste je développe un peu. Mais que ouais, il y a beaucoup bah, déjà de chaînes qui sont beaucoup plus petites
et et surtout, enfin, qui font du contenu aussi qui est un peu comme tu as dit, to the moon, avec pas forcément le même sérieux dans les recherches d'analyse. Enfin, ça n'a rien à voir aussi. Absolument. Voilà, la responsabilité est pas la même et l'ambition non plus. C'est-à-dire que, je pense, hein, évidemment que Asher enfin, dans ses débuts, évidemment, sans doute qu'il était un peu moins précautionneux, sur les partenariats, commerciaux ou même sur, le ton qu'il employait. Mais c'est normal, je dis dans les débuts. Après, quand la responsabilité, elle augmente de par soit la taille de la communauté, soit les entreprises dont il est désormais la charge, soit en tant que fondateur, soit en tant qu'investisseur. Mais en plus de ça, c'est devenu aussi d'une certaine manière un lobbyiste crypto en France, très puissant auprès des autorités. Enfin, tout Je ça. préfère le terme ambassadeur. Ouais, alors, je comprends, mais je pense qu'il y a pas de mauvais sens au lobby. Je Bien pense. sûr, mais la plupart des gens qui peut-être t'écoutent ne le perçoivent peut-être pas comme ça et ça a quand même cette connotation négative. C'est pour ça que je précise ambassadeur. Mais je suis d'accord avec toi que enfin, le lobbyiste de base, enfin, ça Bah, peut vouloir dire beaucoup de choses. d'autant qu'on a besoin de lobby pour faire contre-lobby à d'autres lobbies. Donc en soi, voilà. Absolument, absolument. Mais le terme d'ambassadeur, en fait, le problème, c'est qu'il est aussi d'un côté un peu connoté parce qu'il y a des ambassadeurs de projets qui sont en fait des influenceurs véreux. Donc c'est pour ça que, enfin, tout est connoté dès lors qu'on y met de la mauvaise foi, tu vois. Et ici, je crois qu'on est suivi par des personnes qui justement ne sont pas de mauvaise foi. Donc je pense que non, le principe du lobbying, je pense qu'il est plutôt positif, surtout quand on a un contre-lobby qui lui est souvent bancaire, institutionnel, etc. Bon, mais tu as raison de préciser, j'ai pas de problème par rapport à ça. Et donc voilà. Et après derrière, il y a aussi une intention. Asher, je crois, on va pas parler en son nom évidemment, hein, mais c'est vrai qu'il fait du contenu multi-réseau et du contenu éducatif et du contenu pour préserver, pour dire de faire attention. Et ça, effectivement, c'est quelque chose qui gagne moins d'argent qu'une sponsor avec un projet, je pense, en tout cas. Mais pour autant, c'est utile pour son objectif final qui est voilà, d'onboarder des gens de la bonne façon. Hein. Et derrière, évidemment, il y a un intérêt économique parce qu'un nouveau qui arrive grâce à Asher, il va s'intéresser à ce qu'Asher fait et Asher a des entreprises qui font de l'achat crypto, du staking, etc. Donc voilà, donc non, c'est intelligent et c'est vrai que c'est frais et que c'est nécessaire dans l'écosystème. Donc c'est plutôt cool. D'ailleurs, si on parle un peu, si tu veux bien, de France Crypto, alors tu peux nous présenter rapidement qu'est-ce que c'est France Crypto et on parlera un peu peut-être des tips ou des conseils que tu peux donner à des boîtes pour justement voilà, travailler un peu leur marketing, etc. Yes, alors France Crypto, globalement, qu'est-ce que c'est? C'est de base simplement un compte Twitter que j'ai créé, tu vois, dans ce que je racontais tout à l'heure, du moment où j'ai commencé à m'intéresser à la crypto et quand je fais quelque chose, quand je m'intéresse à quelque chose, je le fais à fond. Et généralement, il y a tout un tas voilà, d'initiatives qui partent et France Crypto faisait partie de ces initiatives en mode, ok, je commence à m'intéresser à ce sujet-là et assez rapidement, j'ai voulu avoir un rôle actif. C'est le mélange de deux choses. C'est le fait que quand je m'intéresse à un truc, j'ai envie d'avoir un rôle actif et le fait que j'ai vu une opportunité que malheureusement pour moi, je pense, j'ai pas saisi jusqu'au bout parce que j'avais déjà, comment dire, j'avais déjà une activité à côté qui m'empêchait de le faire vraiment à fond. Mais en gros, la chose que j'ai vue, c'est que en 2018, quand j'arrive et que je vois un peu le panorama, il y a différentes choses qui existent. Il y a bitcoin.fr, évidemment. J'ai l'impression aujourd'hui c'est un petit peu moins actif et un peu moins important, si je puis me permettre, en tout cas à ma connaissance, que par le passé. Mais aujourd'hui, enfin voilà, je sais que à l'époque, Jacques Fallier, notamment avec les repas du Cercle du Coin, etc., il y avait un vrai truc avec Bitcoin.fr. Et il y avait le journal du coin. Voilà, assez rapidement, quelques mois plus tard, il y a Cryptost qui débarque. Et j'arrive sur ce truc-là où je suis en mode, ok, moi je crois à cet écosystème, parce que à ce moment-là, ça fait déjà plusieurs mois que je suis dedans, j'ai lu beaucoup de choses, j'ai vu beaucoup de choses. Donc je suis convaincu, mais je vois bien que, tu vois, il y a des freins à l'onboarding dans la crypto, parce que ça fait peur, parce qu'on ne comprend pas, parce que c'est compliqué, parce que toutes ces choses-là, et je me dis, ok, attends, c'est quoi aujourd'hui, tu vois, les moyens d'onboarder les gens, tu vois, donc on était en train à ce moment-là, je suis en train de commencer à bosser avec Owen, mais c'était pas du tout évidemment ce que c'est aujourd'hui. Et je me dis, ok, les médias qui marchent le mieux, c'est le journal du coin, ok.
Et là, je vois, il y a Cryptost qui débarque. Enfin, voilà, donc avec tout le respect que j'ai pour eux, évidemment, parce qu'ils font un travail formidable et exceptionnel, et ils ont permis à plein de gens de s'éduquer. Mais tu vois que si toi, tu connais rien et que tu te dis, OK, les médias à suivre, c'est le journal du coin et Cryptost, bon, c'est pas le truc le plus rassurant du monde si toi, tu es de base un petit peu soucieux et inquiet. Et donc, je me dis, OK, il y a besoin en fait d'un média qui rassure, qui donne confiance. Et c'est pour ça que je me suis dit, OK, j'ai envie de m'investir, j'ai envie de faire un truc. Et je pense que le créneau qu'à prendre, c'est France Crypto. Et c'est ce que j'ai fait. Au début, la DA, elle était même beaucoup plus, on va dire, institutionnelle que ça. C'est-à-dire que la première DA, enfin, la deuxième, pour être exact, parce que la première a duré à peine un mois. Et justement, dès que j'ai voulu me positionner là-dessus, j'ai fait une DA presque, on aurait dit, un compte gouvernemental, hein. La première DA, tu as bannière tricolore, le logo qui était vraiment une sorte de blason. Enfin, ça faisait vraiment compte institutionnel pour simplement, en fait, justement, rassurer les gens et se dire, OK, vous arrivez, vous êtes perdu, vous voulez de l'information de qualité par rapport à peut-être cet écosystème qui vous intéresse, et ben il y a France Crypto, ça rassure, etc. Donc c'est comme ça qu'est né ce truc-là. Pourquoi je dis que je vais malheureusement pas être utilisé à son plein potentiel, c'est que malheureusement, France Crypto est resté pour moi un side loin, parce que avant ça, avant Vega, j'avais une précédente entreprise, donc avant 2020, et mon activité justement, on va dire, de consultant en plus. Et à partir de 2020, avec le Covid, j'ai fait un switch où j'ai lancé Vega, et c'est devenu ce que c'est aujourd'hui. Donc ça a aspiré toute mon énergie et tout mon temps. Et voilà. Donc pour finir la longue présentation, il y a eu plusieurs période à FC, à France Crypto. La première de 2018 à 2020 à peu près, c'était... Désolé Tech. C'était moi qui gérais le truc, donc il y avait assez peu d'ambition, il n'y avait pas d'entreprise, il n'y avait rien, etc. Donc je tweetais simplement de l'information de manière extrêmement régulière, enfin quotidienne, bull market, bear market, peu importe, tous les jours, chaque jour qui se passe, il y avait de l'info. Ensuite, ça s'est professionnalisé, j'ai créé une boîte, j'ai commencé à recruter des gens. J'ai mis une vraie team qui gérait le truc. Donc là, ça a été la meilleure période entre guillemets de FC entre 2021 et 2023, quelque chose comme ça. Là, on a été le plus actifs. Et malheureusement, avec le dernier beer, pour finir, la team s'est un petit peu délitée. Je pense qu'elle a été victime du beer comme beaucoup. Et moi, par manque de temps et le fait que ouais, j'ai pas du tout le temps de m'y consacrer, la team s'est délitée et j'ai laissé le truc un petit peu péricliter, malheureusement, sur cette dernière année. Donc là, on a relancé tout ça très récemment, ça fait un mois environ, peut-être un tout petit peu moins, enfin voilà, que vraiment tout est reparti. Il y a une nouvelle team qui est en place, on n'a pas fini de recruter, mais voilà, enfin bref, le truc renaît, j'ai envie de dire. Après, malheureusement, une année de stand-by, chose qui n'était pas arrivée depuis son lancement en 2018. Voilà. Ok, alors donc tu accompagnes. Donc c'est un site. Donc au départ, c'était un site un peu d'information, mais il y a aussi Non, 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 c'est Twitter. Twitter pour donner de la. Ouais. Ok, d'accord. Parce qu'il y a un site internet aussi quand même. Oui, il y a un site, mais qu'on a créé assez tard, parce que le Twitter, c'est janvier 2018. Les premiers trucs, c'est 2017, et le site, je crois qu'il débarque en 2020 ou 21, donc c'est c'est plus tard. Ok. Et alors donc et vous faites aussi des partenariats donc avec des projets pour les accompagner justement sur leur. Alors tu nous diras community management, identité de marque, création de contenu, tout ça. Là aussi, c'est quoi la si tu devais donner, je sais pas moi, les 3 conseils, parce que c'est vrai que c'est des choses qui sont importantes, c'est être visible sur Twitter parce que c'est le réseau social de la crypto aujourd'hui, quoi qu'on en dise. Si tu devais donner, je sais pas, toi, trois conseils à des projets pour leur permettre peut-être d'augmenter et d'améliorer, puisqu'il y a les deux, hein, il y a le nombre, et il y a la qualité et la quantité, hein, d'augmenter et d'améliorer leur visibilité et leur image de marque sur Twitter. Des conseils pour augmenter sur Twitter. J'ai envie de te dire, c'est très compliqué parce que ça dépend d'énormément de facteurs. Ce qui est sûr, c'est que évidemment, il faut avoir un positionnement stratégique sur Twitter quand on est dans cet écosystème, parce que, enfin, Twitter, on devrait dire X maintenant, parce que ben, c'est le réseau le plus important. Et après, j'ai envie de dire, ça dépend en fait du projet et de ses objectifs. Là, ça rejoint plutôt mes activités sur Vega, ou quand on vient me voir pour de la communication, etc. On fait la strat, et la strat, elle part d'un objectif. Donc en fait, l'objectif, c'est quoi? C'est OK, qui est-ce que vous êtes? Qu'est-ce que vous voulez faire?
et c'est quoi vos ressources. Et notre métier, c'est voilà, de résoudre cette équation avec ces 3 facteurs à prendre en compte. Et à ce moment-là, on design la stratégie qui tient compte de ça, de qui ils sont, qu'est-ce qu'ils veulent et c'est quoi les ressources. Donc là, c'est la même chose, mais appliqué à Twitter. Tu vois, c'est pas la même chose si tu es une personne incarnée, désincarnée, si tu es une entreprise. Est-ce que tu es une entreprise qui a une cible B2B ou B2C? Ça dépend vraiment de tout ça et des moyens que tu peux mettre dedans. Donc, je peux malheureusement pas donner, tu vois, une recette miracle qui va marcher, mais un très bon conseil que je peux donner, c'est celui-ci en fait, c'est d'intellectualiser ça, chose que certains ne font pas. C'est ah tiens, ok, il faut aller sur Twitter, allons sur Twitter, vas-y, tiens, toi, stagiaire ou alternant, tweet, vas-y, tweet. Non, non, enfin, tu vois, il faut quand même poser sur le papier ces choses-là, qui on est, à qui on parle, quelle image on veut que ça renvoie, est-ce qu'on fait ça pour avoir des likes, de la visibilité, etc. Ou est-ce qu'on fait ça pour construire une crédibilité, une autorité? Ou est-ce qu'on fait ça pour rassurer les gens parce qu'en fait, on a un truc, je sais pas, très high ticket à vendre, etc. Enfin, tu vois, ça n'a rien à voir. Donc, être sur Twitter pour de la visibilité ou être sur Twitter pour se crédibiliser, c'est pas du tout la même stratégie. Donc, je n'ai malheureusement pas de recette toute faite à te donner, mais le simple fait d'intellectualiser ça, même pour n'importe qui ne se ferait pas accompagner, va permettre de mettre le doigt sur certaines choses pour aborder, que ce soit Twitter ou que ce soit un autre réseau, de la meilleure des façons. Et tu C'est le penses genre quoi? de choses qui s'apprend peut-être pas vraiment parce que enfin, qui s'apprend, sur le tas et parce que, ben, même, nous ici, bah, GRM, même moi, j'ai un compte Twitter, donc je vois un peu ce que c'est et puis j'imagine que c'est très différent, comme tu as dit, bah, si c'est une entreprise, si c'est une personne, si c'est un projet communautaire. Heu, Toi, comment tu as appris tout ça? Parce que, au moment où tu as monté, Vega Management, du coup, bah, est-ce que tu avais déjà des expériences dans ces choses-là? Ou, et après, ben, comment est-ce que tu as développé tout ça pour, bah, aujourd'hui avoir, comme tu as dit, 50 à 70 clients qui, j'imagine, sont tous, il y en a qui doivent être très différents, d'autres, quoi? Hem, comment je me suis formé? Globalement, c'est un long chemin pour reprendre un peu le fil. Hem, Avant Vega, j'aime pas dire que je suis consultant parce que enfin, c'est pas vrai, je me donnais pas ce terme-là pour tout vous dire. Le terme que j'avais plus ou moins inventé pour essayer de mettre un mot sur ce que je faisais avant Vega, donc Vega, c'est Covid, c'est 2020, c'est le 1er avril 2020 pour être exact. Avant le 1er avril 2020, je suis YouTube manager. Voilà. Alors j'ai une autre boîte à côté, la boîte enfin, que j'avais quand j'étais à Metz, mais l'activité que j'avais sur le côté, là pour le coup, qui était un vrai site, c'était un vrai, pas part-time, mais en tout cas une vraie activité significative, qui deviendra Vega, c'était donc une activité que j'appelais de YouTube manager. Et cette activité, heu, on va dire, c'est la continuité de mon intérêt, sur l'émergence, des réseaux sociaux et surtout réseaux vidéo. C'est-à-dire que, avant même YouTube, j'étais déjà dans cette industrie, on va plutôt dire écosystème, sur Dailymotion. Voilà. Alors pas en tant que créateur, actif, mais déjà à l'époque, donc quand YouTube n'existait même pas, en tout cas bien avant, qu'ils existent et même avant donc qu'ils soient rachetés par Google, j'étais sur Dailymotion et je m'intéressais à ce truc-là. Donc là, on est dans les années, avant 2010, c'est voilà, j'étais très jeune, et c'était il y a très longtemps, mais c'est comme ça que j'ai commencé par vraiment pure passion à rentrer dans ce truc-là. C'est-à-dire que, à l'époque, il y avait pas d'argent de toute manière, même si, je vais pas faire un exposé là-dessus, Dailymotion avait été précurseur sur bien des choses et qu'il y avait un système d'accompagnement des créateurs et cetera, avant même presque YouTube existe. Mais voilà, à l'époque, on était tous là par passion, il y avait pas du c'était pas du tout, un dixième de ce qu'on a aujourd'hui en termes de professionnalisation du secteur. Et donc, on était plein de passionnés. Donc, moi, même sans rôle devant la caméra, j'ai pu voilà, collaborer, rencontrer des gens. Certains, au début, voilà, je les aidais à faire des vidéos, du montage, des miniatures. Et puis après, je me suis rendu compte que la partie un peu strat, analytique, tiens, ok, ça marche, ça marche pas, ça me plaisait bien. Donc, j'ai commencé à voilà, continuer dans ce truc-là. Puis après, YouTube a émergé. Comme tout le monde à cette époque-là, j'étais très réticent. On a vraiment vu ça comme, ah, c'est l'acteur américain qui arrive. Non, nous, on est pro français, on est sur notre petite plateforme, ça va bien jusqu'au moment où on a tous fait le switch parce qu'en fait, à un moment, la différence entre les deux a été beaucoup trop importante pour rester sur Dailymotion. L'incentive économique sur YouTube, même si elle arrivait un peu de temps après, et surtout l'incentive en termes de vues et la visibilité supplémentaire qu'elle offrait, fait qu'au bout d'un moment, on a tous dû faire le switch. Et j'ai continué mon petit bout de chemin sur YouTube, toujours à continuer voilà, par passion, à collaborer avec tout un tas de créateurs. C'est ça qui a fait vraiment dire ma formation, et je pense que c'est la meilleure formation qu'on peut avoir, celle qui n'est pas drivée par une incentive économique, mais qui est drivée simplement par la passion de vouloir faire les choses, d'aider les gens, etc. Et ça continue jusqu'à 2015-16, où là, c'est la première fois
même 4, bref, entre 2014 et 2016, où là, j'ai commencé à être payé pour ce que je faisais. C'est plus que, c'était pas l'idée de faire un business, c'était simplement que ça commençait vraiment à me prendre du temps et que là, enfin, je me vendais pas très bien, donc c'est même pas moi qui donnais les prix, c'était en mode, ok, je veux vraiment là que tu passes plus de temps avec moi, je suis prêt à te payer. Et donc moi, j'étais, ah ok, cool, ça me permet de passer un petit peu plus de temps. Donc voilà, il y a 3 étapes, on va dire. Avant 2013, 14, 15 par là, c'est vraiment full passion et un hobby. 2014, 15, 16, je commence à être payé, mais pas dans l'idée de faire un business. C'est simplement pour défrayer, on va dire, le temps que je peux passer. Et à partir de 2016, 2017, Owen fait partie des premiers. C'est pas le premier, il fait partie des premiers. En mode non, là, je veux quelque chose de long terme. Je veux te payer ce qu'il faut pour que vraiment on bosse ensemble sur le très long terme. Et à partir de là, quand j'en ai eu un comme ça, 2, 3, 4, j'étais en mode ok, là quand même j'ai l'impression que j'ai une vraie valeur à apporter aux gens, il faut que j'en fasse quelque chose et donc c'est devenu d'abord un side, une bonne activité complémentaire et 2020 avec le Covid, bah, du coup c'est devenu mon activité principale. Alors justement, c'est bien, ça nous emmène à la partie justement YouTube Manager de Asher depuis 2017, donc encore jusqu'à aujourd'hui, donc 7 ans. Ouais. Absolument. Là aussi, est-ce que tu peux nous raconter, je sais pas, le moment le plus difficile, parce qu'il s'en est passé des choses sur la chaîne YouTube de Asher. Il y a eu tout, il y a eu aussi bien des succès exceptionnels, il y a eu aussi évidemment des dramas, etc. Ça, c'est un peu normal dans l'écosystème. Toi, en tant que YouTube manager, je sais pas, est-ce que tu peux nous raconter peut-être le meilleur moment que tu as vécu, peut-être, je sais pas, la meilleure vidéo, celle dont tu te souviens, j'en sais rien. Et à côté de ça, peut-être aussi le moment peut-être le plus difficile en termes de gestion de crise ou en termes de communication que tu as dû gérer justement avec Owen. Euh, Honnêtement, j'ai pas forcément réfléchi à la question avant et des bons moments, il y en a eu beaucoup. Des moins bons, honnêtement, je sais pas si enfin, tu faisais référence à quelque chose en particulier, que tu parles de drama, etc. Il y a eu quelque chose de tout début, c'était avant que j'arrive et enfin bref, l'écosystème n'était pas du tout celui qu'il est aujourd'hui. Je sais pas si c'est à ça que tu faisais référence, mais bon, Non, peu non, je parle, importe. alors si tu veux, typiquement, moi j'ai des exemples en tête, mais limite, j'ai même pas envie de t'en donner un en particulier, mais on a reçu par exemple Thibaut de Myria il y a quelques semaines. Il nous a raconté Ouais. la période avec Luna, la période avec FTX. Ouais, Comment- mais tu vois, c'est parce que c'est presque plus sur Meria, et donc Thibaut étant voilà, le bras droit de Owen sur Meria, je sais forcément, bah, ça les a beaucoup impacté sur Meria. Plus sur la chaîne YouTube, effectivement, ça a été ouais, il y a eu de la gestion de crise à faire, mais voilà, le focus était plus, je pense, Meria que YouTube. Oui, mais Asher était quand même en première ligne et je crois savoir quand même qu'il a dû sans doute faire une ou plusieurs vidéos pour expliquer la situation, Bien sûr. pour Ah oui, rassurer absolument. les investisseurs. Donc cette gestion de crise, vous dans la production justement de ces vidéos, dans, je sais pas, la rédaction du script, le choix des mots, j'en sais rien. Tout ça, ça fait partie des choses sur lesquelles tu as peut-être travaillé ou pas du tout. Peut-être tu vas nous dire que peut-être que cette partie-là, elle était tellement peut-être stratégique et critique que Ouais. Asher s'en est occupé tout seul. Je sais pas, hein. C'est pour ça que je te Ouais, pose la question. sur cet exemple-là en particulier, c'était plus de la gestion de crise Meria et donc avec après les implications que ça a sur l'image publique d'Owen et sur la chaîne YouTube que vraiment mon rôle. Après, enfin, ouais, je me souviens plus forcément de tous les détails, mais voilà, je sais les sujets sur lesquels j'interviens le plus et là, à partir du moment où il y a forcément, tu vois, c'est plus Meria que vraiment directement Owen, même si en fait, évidemment, il va communiquer, évidemment, il va en faire une vidéo, tu vois, mais ça part d'abord de Meria. Donc c'est plus presque le rôle de Thibaut que le mien, même si évidemment, depuis 2017, il n'y a pas une vidéo qui sort sans que je l'ai validée. Mais je ne regarde pas exactement les mêmes choses. En tout cas, j'ai pas d'implication dans Meria et comme ça, c'était quand même fortement corrélé Meria. C'est pour ça que j'ai pas, tu vois, en Ok. souvenir de ce truc-là. Alors dans ce cas-là, autre question, comment vous trouvez les sujets? Parce qu'il faut quand même livrer des vidéos régulièrement. Il y a un rythme, j'imagine, à avoir, soit effectivement du fait de l'algorithme, il faut envoyer de la vidéo pour ça. Il y a aussi du fait de la communauté qui est sans doute en demande. Comment vous arrivez à gérer cette consistency, donc cette régularité, disons, et puis surtout peut-être aussi comment faire un trade-off, un espèce de petit compromis entre ce que la communauté
veut. Je sais que, évidemment, vous devez recevoir des messages par centaines en disant: «Tu peux parler de ce projet plutôt que celui-là?» et cetera et cetera. Et il faut faire des choix. Là, peut-être au niveau de la ligne éditoriale sur lequel je crois tu es impliqué, comment vous faites ce choix justement de sujets et cette régularité? Alors, il y a pas de vérité absolue dans le sens où ça peut, changer, mais disons aujourd'hui que depuis le lancement de sa chaîne, Owen a fait un bout de chemin. Il est de plus en plus, on va dire formé, armé, sur, bah, voilà, produire du contenu de manière régulière, du contenu qui va être intéressant et cetera. Et donc aujourd'hui, moi, en ce qui me concerne, j'interviens pas sur toutes les vidéos. Évidemment, toutes les vidéos, elles sont faites par, Vega, toutes les vidéos, elles sont validées par moi et cetera. Mais je veux dire d'un point de vue, éditorial, la plupart des vidéos, je dirais 3 vidéos sur 4 très largement, au niveau de l'idée, ça va être ON directement ou les gens qui vont l'accompagner au quotidien. Parce que moi, du coup, je suis plus à Metz. Donc, il a différentes personnes avec qui il peut échanger. Parce qu'aujourd'hui, bah, notamment sur Meria, il n'y a pas que Meria à Metz, mais notamment sur Meria, ils ont bah, ouais, une équipe qui est extrêmement complète avec différents profils. Et parfois, on va lui remonter des informations, tu vois, plutôt sur des choses qui vont se passer au niveau du legal ou d'autres infos avec peut-être des gens qui ont plus un profil tech, etc. Donc, je pense qu'aujourd'hui, Owen arrive tout seul et avec l'aide de différentes personnes régulièrement à avoir des bonnes idées de sujets qui lui sont amenés. Moi, pour ce qui est de mon rôle, comment je dirais voir les vidéos sur lesquelles j'interviens le plus, c'est celles qui vont sortir un petit peu de la ligne éditoriale classique et purement crypto. Voilà, si tu veux, le dernier gros sujet, ouais, il y en a, ouais, quoi qu'il y en a eu deux récemment. Euh, la dernière vidéo sur laquelle j'ai beaucoup travaillé, c'est celle qu'on a fait en réponse à France 2. Voilà, là-dessus, je lui dis, OK, il s'est passé ça sur France 2, ils ont eu tel discours. Je pense qu'il faut faire une réponse, on ne peut pas laisser passer ça, il faut qu'on amène un contre-narratif à ce truc-là, Donc etc. Et on a, on rappelle le contexte, hein, une vidéo à l'occasion, je crois, du JT de Laurent Delahousse, dans lequel un absolument. chroniqueur s'essaye à présenter Bitcoin et qu'il le fait de façon, si ce n'est fallacieuse, au moins très, très, très orientée, quoi. Voilà. Donc il y a ça et l'autre assez récente aussi sur laquelle on a beaucoup travaillé, c'est celle bah, pendant l'élection américaine. Voilà, où on a passé toute la nuit ensemble avec Owen devant les élections pour immédiatement, voilà, parce que c'était la strat, c'était apporter de la valeur et de l'information au réveil des Français le matin. Donc on a passé toute la nuit à décrypter et décortiquer l'élection pour faire le meilleur script possible et on a sorti ça très rapidement. Ok, ok, ok. Excellent. Euh, donc, ensuite, donc ça c'est intéressant. Les gars, si vous avez des questions, et je précise évidemment hein, dans les commentaires, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. On va parler maintenant de Vega Management. Alors là aussi, bon, ceux qui assistent aux événements crypto ne peuvent pas être passés à côté de vous, parce qu'on vous voit avec vos t-shirts et vos caméras un peu, voilà, vous balader dans dans la conférence. Donc là aussi, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu, est-ce que Vega aujourd'hui déjà c'est que event crypto? Nous on vous voyait surtout, mais j'imagine que vous faites aussi d'autres choses. Et puis je sais pas, c'est quoi les plus gros challenges quand on va sur un événement pour justement prendre bah, les bonnes images et voilà nous raconter un petit peu l'aventure Vega vraiment au niveau opérationnel, qu'on ait les coulisses en fait d'une boîte comme la vôtre. Euh, alors, les coulisses, je laisserai détailler si tu as des questions très précises, mais là, il y avait un focus plus bah, du coup événementiel et prod. Ce qu'il faut savoir, c'est que la prod, c'est quelque chose au final d'assez récent chez Vega. Vega, donc je le disais, c'est 1er avril 2020. Et la prod, c'est octobre 2023. Donc c'est au final assez récent. Et si tu veux une anecdote à ce sujet, je peux t'en donner une sympa. Je rends hommage, on va dire, à Loïc, que certains connaissent parce que ben, du coup, enfin, ceux qui font des événements, peut-être bah, toi, tu as croisé Loïc vu que tu étais sur le tournage avec Ben GRM. Mais en gros, avant 2023, l'approche chez Vega, c'est un truc qu'on propose à nos clients de manière assez marginale. C'est-à-dire que en fait, c'est du dépannage. En fait, comme on avait fait, enfin, Vega s'est créé pendant le Covid, etc., on a été au début vers l'autonomisation de production de nos clients. C'était pas possible de prévoir des tournages, c'était trop compliqué.
Donc, on faisait en sorte, un peu comme on a fait avec Owen, de les aider à setup. Donc, même s'il faut aller là-bas, setup toutes les caméras, tout faire bien comme il faut, etc. Pour qu'ils soient autonomes d'un point de vue production. C'est chose qu'on a fait avec lui et avec d'autres. Et ça simplifiait les process. Avec le Covid qui s'est un petit peu, qui s'est estompé, on va dire, on a pu de temps en temps faire des petites prods, mais c'était vraiment du dépannage pour aider nos clients quand ils étaient bloqués. Jusqu'à 2023, où là, à ce moment-là, on était encore totalement full remote chez Vega. Et du coup, on avait 2-3 petits trucs qui permettaient de faire un peu de lien entre les équipes. On avait notamment un truc qu'on appelait la cafette, où voilà, on échangeait de manière un peu informelle, on mangeait ensemble en visio, quoi, et on échangeait sur différents trucs informels. Et à ce moment-là, on parlait d'un client qu'on accompagnait, qui avait un événement à l'étranger. Je peux le dire, c'est pas secret, il s'agissait de Tada, que je pense que tout le monde connaît bien ici. C'était au moment des XD en fait, qu'ils avaient à Bucarest, où on les accompagnait donc sur différents points, ce qu'on fait avec Vega, et notamment sur une vidéo qu'on leur préparait pour leur annonce, sur le fait qu'ils étaient le prochain launchpad de Multiversix. Et voilà, et en gros, bref, on a une conversation informelle comme ça dans la cafette, et Loïc, du coup, que certains connaissent, me dit ah, d'ailleurs, c'était plus pour rigoler, mais évidemment, c'était pour rigoler avec une arrière-pensée. Si ils ont besoin de cadreurs sur place, bref, dis-le à William ou je sais pas quoi. Enfin bref, c'était un truc un peu informel comme ça. Et on a bien rigolé. Et après cette cafette, entre guillemets, j'ai réfléchi et j'ai envoyé un message à William pour lui dire écoute, frérot, vous allez faire un truc super stylé, c'est l'annonce du Launchpad à Bucarest en Roumanie et tout. Si vous avez besoin d'un coup de main pour, voilà, pour prendre des belles images de ce truc-là, on est chaud. William m'a répondu en 1 heure, il m'a dit ouais, c'est une super idée, let's go. Et c'est comme ça que, d'un point de vue vraiment, on va dire, je ne vais pas dire industriel, mais en tout cas que l'approche chez Vega s'est vraiment lancée. Parce que depuis cet événement-là, au final, on y allait. À l'époque, je suis allé simplement avec Loïc. Loïc et moi, deux, on a fait tout ce qu'on a pu, et je pense qu'on a ramené des très belles images de là-bas. Depuis, ça s'est jamais arrêté. C'est-à-dire que la semaine d'après, on tournait, je crois, à Marseille pour le crypto tour de Marseille, justement, avec Raphaël. Puis après, on ne fait pas évidemment que de la crypto. Donc après, on était dans le jeu vidéo. On a fait, pour ceux qui connaissent un peu, l'UFA, la KingCon. Puis après, en janvier, ça s'est accéléré. On est parti à Vegas, à Dubaï, à Paris 50 000 fois, à Genève, enfin bref. Et voilà, et d'ailleurs, du coup, on est 1 an et 2 mois après le lancement de l'approche chez Vega, et on a fait, je pense, au moins peut-être 50 ou 100 événements, et toutes les semaines, on en a, et voilà. Donc c'est comme ça que Bah, c'est, désolé, c'est un petit peu long, mais je Non, trouve non, que non, au l'anecdote, contraire, je te ça laisse. va. Au contraire, il y a pas de souci. Surtout que c'est hyper intéressant parce que, évidemment, dans le podcast, on a une grosse communauté Multiversix. Puisque je suis assez impliqué dans cet écosystème. J'étais moi-même à Bucarest, évidemment, pour les X-Day. Et je connais aussi, évidemment, Tada, William, tout ça, c'est bien sûr. Et donc, c'est intéressant de savoir qu'en fait, Vega, en production audiovisuelle de ce type-là, en tout cas, est né, on peut dire, sur Multiversix. On en faisait déjà avant, mais disons que c'est vraiment le côté événementiel qu'on accélère. Parce que tout ce qu'on faisait avant, c'était vraiment, tu vois, de la prod plutôt tranquille, studio, face caméra, etc. Et à partir effectivement des XD, on s'est dit, OK, sur la partie événementielle, à la fois, on aime ça et je pense qu'on est bon, et en plus, il y a un vrai besoin client. Ouais, non, non, mais complètement. Ok, très bien. Bah écoute, en tout cas, c'est très intéressant tout ça. Est-ce que, messieurs, vous avez d'autres questions pour Dimitri? Parfait. En tout cas, merci beaucoup, Dimitri, d'être passé dans l'émission ce matin. Moi, je suis très content d'avoir déjà appris un petit peu à te connaître et à voir un petit peu tout ce que tu fais. On reste évidemment en contact et puis on va te souhaiter plein de belles choses pour la suite. Si tu veux dire un dernier mot, n'hésite pas. Et puis à bientôt, en tout cas, dans l'émission. Écoute, merci à toi de m'avoir reçu. Merci à vous pour les questions. C'était un plaisir, et on se retrouve sur événement. Attends, En j'ai une attendant, dernière question à te poser. J'ai entendu dire que Owen avait fait CryptoDrink. oui. Il paraît qu'il y avait Tu, beaucoup tu- tu- tu d'alcool. sais que là, il y a quand même beaucoup de monde qui regarde Oui, l'émission, que je reçois des messages oui, c'est pendant qu'on possible. se parle. Oui. Et de sources sûres, il aurait fait CryptoDrink et il paraît qu'il y avait beaucoup d'alcool. Est-ce que tu confirmes ou pas?
Le fait qu'il y ait beaucoup d'alcool ne veut pas dire qu'il ait ingéré cet alcool. Donc, je peux te confirmer qu'il y avait beaucoup d'alcool dans les frigos, oui. Par rapport à l'alcool qu'il aurait potentiellement ingéré, là-dessus, je n'en dirai pas un mot. On verra dans l'émission alors. Ok. Ça marche. va être une émission intéressante. Faudra la suivre. Et ça permet de faire un petit coucou à Benjamin aussi qui produit ce format qui est. Il vient dans un quart d'heure, on va le cuisiner. Voilà. Merci beaucoup les gars. Merci à toi Dimitri, salut.